Il est là. Donc voilà, alors modérateur, comme dirait Philippe Riot, Stéphane Gatillon, modérateur, il y a un truc qui est bizarre et qui va pas trop. Mais voilà, bah écoutez, je suis très content d'être là. Pour modérer donc, ce débat, je vais vous passer la parole. Deux petits mots en préalable. Moi, pour voir maintenant avec un petit peu de recul, je pense quand même très profondément. Bonjour, ça va ? Très rapidement, je pense qu'on souffre. Les médias, oui, il y a un travail. D'ailleurs, moi, je pensais qu'on m'avait dit qu'il y aurait de la Villardière qui viendrait, donc c'est pour ça que ça me branchait bien de faire un petit débat avec lui. Mais bon, visiblement, il n'est pas venu, mais je suis très content d'être sur cette table ronde. Simplement, je dirais deux mots. Je pense que les médias, oui, ont souvent une vision erronée, on est entre la punchline, le fait d'avoir le scoop, et puis il y a un business derrière tout ça. Mais je pense quand même d'abord qu'il y a aussi un problème politique. C'est-à-dire que la vision aujourd'hui de la classe politique, d'un peu tout le monde de la banlieue, est une vision aujourd'hui compliquée et qui n'existe pas. La vie fait que moi j'ai démissionné il y a maintenant 1 an, ma vie a beaucoup évolué et je me rends compte que j'habite à Paris depuis quelques temps. Et en fait, en habitant Paris, la banlieue n'existe pas. Pourtant, on est à 500 mètres, des fois, de la banlieue, du périphérique. Mais quand t'es parisien, la banlieue, c'est autre chose. Et donc, je crois que c'est tout ça qui compte. Et je pense déjà le débat politique sur la vision du monde qu'on a, la vision de la France qu'on a aujourd'hui dans le monde, elle vient sur cette question de la nouvelle urbanité, de l'urbain, et du rapport entre périphérie-centre, entre les villes fragiles et tout ça, et les populations qui habitent. Et je pense qu'il y a déjà une vraie réflexion, un vrai travail politique à faire pour pouvoir aussi culturellement, finalement, irriguer la société des évolutions. Donc, moi je voulais dire ça parce que je pense que c'est extrêmement important. Et puis parce que tout ce qui se dit, j'allais dire, en punchline contre, enfin, qui est très difficile à vivre, à la fois quand on est élu, habitant, à tous les niveaux en banlieue, elle vient aussi du fait que, et on se retrouve des fois dans des tourmentes médiatiques, où on a peu de soutien, on a peu de mise en perspective des choses qui fait qu'on se retrouve souvent tout seul et en grande difficulté. Alors, évidemment, donc, je suis très content, on va faire un tour de table. On m'a dit, donc, bon, c'est cool, il y en a un autre, mais moi, maintenant j'ai 1 heure où en fait c'est moi qui suis le maître du temps, donc c'est assez marrant. Donc on va commencer, je pensais commencer par Monsieur Berthaud, qui a écrit un livre qui s'appelait La banlieue du 20h, il y a quelques temps maintenant, presque 10 ans je pense à peu près. Hein. Et donc, qu'est-ce qui a changé selon vous depuis le début? Et comment vous voyez un peu tout ça? Alors bonjour à toutes et à tous, merci de cette invitation. Ça se fait peut-être pas, mais j'ai presque plutôt envie de décliner cette première prise de parole parce que je travaille pas vraiment sur l'image des quartiers, je travaille sur le travail des journalistes, comment les journalistes travaillent. Donc je vais avoir du mal à vous dire exactement quelle est la photographie du traitement journalistique des quartiers populaires aujourd'hui. Donc je ne sais pas si du côté du CSA vous avez des éléments, ça pourrait être peut-être plus intéressant de poser ça au début, enfin je ne vais pas non plus me défiler. Alors, bon, sinon je peux dire 2-3 choses quand même. Je pense que on parle des médias ou des journalistes en général. Je vais faire le sociologue de service et dire qu'évidemment il faut mettre de la complexité là-dedans, que tous les traitements journalistiques ne se valent pas, qu'il faut un des aspects importants qui me semble de distinguer aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler des médias de grande diffusion, dans lesquels on mettrait la télévision par exemple, peut-être les grands quotidiens régionaux, plutôt populaires, le Parisien, etc. Et puis des médias à diffusion plus restreinte, très souvent payants, dans lequel on pourrait mettre Le Monde par exemple, Mediapart, des chaînes aussi payantes, et on va avoir des grosses différences de traitement souvent s'agissant des quartiers populaires. Et ce qui me semble important derrière cette distinction, c'est que ces médias à diffusion restreinte, ils touchent un public qui est également restreint et qui est aussi un public souvent qui va les moyens de payer des médias payants. Et donc je pense que un des éléments peut-être qu'on pourrait tirer de ce qu'on a vu tout à l'heure sur le fait que des gens qui appartenaient aux classes sociales supérieures avaient finalement une représentation des quartiers populaires qui était moins négative peut-être que d'autres milieux, et aussi lié au fait qu'ils ont accès
à une autre presse payante qui peut faire peut-être, qui a d'autres conditions de travail, qui peut faire peut-être davantage des enquêtes au long cours, plus approfondies, etc. Là où quand on va se tourner vers des médias de grande diffusion, je pense en particulier à la télévision, aux chaînes d'information continue, on va avoir des médias qui reposent davantage sur des questions d'audience et donc qui sont davantage financés par la publicité, voire principalement par la publicité, et donc ça va avoir des effets. Alors je déborde un peu sur la table ronde de tout à l'heure, ce qui est plutôt consacré à la production, mais qui est plus mon domaine. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête sur les représentations qu'on peut donner dans les médias, cette distinction entre médias qui se financent par la publicité, qui est très dépendant des audiences, et des médias peut-être qui vont avoir un traitement souvent peut-être plus fin, et qui sont malheureusement, on va peut-être dire, des médias qui sont payants. Je dis malheureusement pour les gens qui peuvent se payer l'accès à ces médias. Et alors tout ça pour dire qu'à mon avis, il y a un enjeu important dans tout ça, c'est la question du service public. Moi, je travaille beaucoup sur la télévision et il y a pas mal d'études, notamment aux États-Unis, qui montrent que l'importance du service public de télévision, il est vraiment déterminant, parce que quand vous avez un service public fort, notamment de télévision, notamment dans les pays du Nord, par exemple, de l'Europe, ça a des effets sur l'ensemble du champ journalistique et a des effets sur l'ensemble du traitement journalistique. Donc ça permet de promouvoir d'autres types de traitements. Et même les médias dits commerciaux ne peuvent pas faire comme si ce service public de l'information n'existait pas. Et donc il y a des effets d'influence. Alors les médias commerciaux peuvent influencer, notamment en promouvant les faits divers, ces médias publics. Mais les médias publics, quand même, ou financés par des aides publiques, ont des effets sur les médias commerciaux. Donc je pense que ça se retrouve du côté des quartiers populaires. Et je vais juste terminer, je pourrais rebondir là-dessus tout à l'heure, mais il me semble que c'est important de garder à l'esprit aussi que ce que vivent les traitements, ce que vivent les quartiers populaires en termes de traitement n'est pas différent de ce que vivent les milieux populaires en général. Et je pense que s'agissant du traitement des gilets jaunes récemment, on l'a bien vu, c'est-à-dire que on a quand même eu un traitement journalistique qui au départ était quand même largement dépréciatif à l'égard des quartiers populaires, en tout cas interrogeant la composition, ça c'est normal de ce mouvement, mais présupposant qu'il pouvait être largement infiltré de l'extrême droite, mettant en cause quand même l'absence de revendications, comme si ce mouvement devait immédiatement avoir des revendications qui étaient posées, et à côté de ça, donnant quand même un écho aux questions sécuritaires et à la parole de la police, qui était quand même relativement important, et ce qui a probablement contribué quand même une grande partie de la défiance que beaucoup de manifestants pouvaient avoir à l'égard des médias. Voilà, je vais juste terminer là-dessus. Et voilà. Voilà. Super, 5 minutes, impeccable. Donc on fait un premier tour de table, 5 minutes, on passe la parole. 10 minutes et on revient 3-4 minutes chacun. Nadir Kayat, allez-y. Non, on fait un petit mix. Comme on m'a dit, voilà, tu vois, moi je suis côté assez démocrate, mais en même temps un peu autoritaire. Quand même, il paraît que c'est la mode. Donc je fais une présentation de qui je suis, ce que nous faisons. Moi je pense qu'il faut dire un peu qui vous êtes, et puis voilà, quelle est votre vision en tant que président d'Assos, et puis habitant, citoyen, et comment vous ressentez ça. 5 minutes, par contre, je vous couperai. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je remercie Idriss et Tazaoui pour son invitation, et je vous remercie à tous d'être ici présents, parce que je connais la difficulté de réunir les gens sur différents sujets pour travailler sur des constats, mais aussi des solutions. Donc merci à tous pour l'invitation. Donc je m'appelle Nadir Kaya, je suis président de l'association Banlieue Plus et nos quartiers. C'est une association, comme il en existe des milliers en France depuis 30 ou 40 ans, et qui agit principalement dans les quartiers populaires. Cette association est née d'un constat simple, c'est ce ras-le-bol de l'image qu'on nous renvoyait des quartiers populaires à travers toutes ces grandes chaînes qui existent depuis très longtemps en France. Donc l'association a été créée il y a 10 ans pour objectif principal de changer l'image des quartiers populaires à travers des actions citoyennes que nous mettons en place grâce à toutes ces potentialités qui existent depuis toujours dans les quartiers populaires. Je dis bien toujours parce qu'on le voit encore aujourd'hui, beaucoup découvrent la banlieue des fois à travers des apparitions comme la mienne ou comme d'autres, parce que nous commençons à émerger dans les médias, parce que pendant des années on nous a mis sous silence, et donc on n'existait pas. Donc beaucoup de Français ne connaissaient pas la réalité des quartiers populaires, mis à part celle qu'on met en avant et qui pour moi est une réalité aussi. J'ai pas de tabou, je suis transparent, il faut tout se dire pour trouver des solutions. Et donc voilà. Donc l'association a mis en place différents pôles avec des actions, notamment des maraudes que nous faisons depuis 10 ans,
Nous préparons des repas et nous les distribuons sur différents secteurs de Paris. Nous les préparons dans le 9-3 du côté de Blanc-Ménil. Nous mettons en place également des ateliers d'écriture, du coaching avec des entrepreneurs et des gens qualifiés dans ce domaine-là pour aider des jeunes et des moins jeunes dans leur cheminement scolaire. Nous mettons également en place, et ce qui nous a fait connaître un peu en région parisienne et un peu en France, des rencontres, débats sur différentes thématiques qui touchent la société française, mais qui nous touchent, nous, citoyens issus des quartiers populaires. Et puis, il y a pas mal d'actions que nous mettons en place qui sont propres à ce qui se passe dans les quartiers populaires, comme je vous disais, depuis très longtemps et que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, cette association n'a rien inventé et elle reproduit ce qui existe depuis toujours. Maintenant, c'est vrai que moi, personnellement, en tant que président, on a voulu changer l'image des quartiers sans avoir vraiment la prétention d'interpeller les médias. On pensait que, moi le premier, naïvement, que simplement en créant des synergies et en regroupant des gens avec une volonté et une capacité de changer les choses, les médias allaient s'intéresser naturellement à nous. Bon, je me suis trompé, ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, les médias et les grands médias fonctionnent par le sensationnel et tout ce qui est assez négatif dans cette société, malheureusement, parce que nous-mêmes, les citoyens, nous sommes habitués à promouvoir, volontairement ou pas, tous les aspects négatifs de la société, et notamment ce qui concerne les quartiers populaires. Donc, depuis 2-3 ans, maintenant, avec certaines personnes, on mène un travail de sape auprès des grands médias. Parce qu'on peut faire ce qu'on fait depuis toujours, mais malheureusement, ça ne changera pas. Parce que, d'une part, la grande majorité des citoyens des quartiers populaires ne sont pas adhérents de ça. Ils sont aussi dans l'expectative. Ils se plaignent beaucoup, mais n'agissent pas. C'est aussi une des raisons de la situation aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, vous avez les médias aussi qui ne s'intéressent pas à vous parce que ça ne fait pas partie de leur travail. Mais les choses changent depuis quelques années parce que j'ai rencontré des gens qui sont dans les médias et qui sont, pour certains, issus des quartiers populaires ou alors qui ont une mentalité assez différente d'une autre génération qui tenait les médias depuis quelques années et donc qui ont un esprit assez ouvert vis-à-vis des personnes comme moi qui sont issues des quartiers, qui ramènent des dynamiques citoyennes et qui souhaitent les multiplier auprès des médias pour avoir une résonance auprès de tous les Français et qu'on change cette image tous ensemble. Parce que rien ne se fait tout seul de toute façon. Et donc le travail que nous menons est très difficile, j'en ai fait l'expérience. Depuis 2 ans maintenant j'apparais dans certains médias, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de vous expliquer comment j'ai fait. Si je vous l'expliquerai, si je vous l'explique, ça risque de faire rire ou alors de choquer. Donc je vais le faire très rapidement pour comprendre éventuellement ce que je vais dire par la suite. Donc pendant les attentats, malheureusement j'ai été sur la scène des attentats. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tous les journalistes du monde et tous les journalistes de France. Parce que pendant des années, j'ai envoyé des mails à beaucoup de médias, j'ai jamais eu de retour, mis à part Jean-Jacques Bourdin, qui a répondu à un de mes mails et qui m'a invité gentiment à RMC. Et donc, c'était la première fois que je rencontrais un média. Bon, je lui ai fait une remarque qui l'a un peu gêné, je lui ai parlé de diversité, j'aime pas ce terme, mais bon, c'est un terme que tout le monde comprend. Et je lui ai dit, vous êtes bien gentil, monsieur Bourdin, je vous apprécie pour votre aspect humain et votre façon de mener les débats, mais je vois que sur votre plateau, et notamment à RMC, je ne vois aucun arabe, je vois aucun noir. Donc ça l'a un peu énervé. Il m'a dit, écoutez, je me bats contre les injustices, c'est pas moi qui va retirer une personne pour vous faire plaisir, et donc créer une autre injustice. Je dis, non, c'est juste le constat que je fais. Donc à partir de là, j'ai enchaîné des rendez-vous avec des médias, mais à chaque attentat, j'allais voir les médias et je les interpellais, je leur expliquais qu'il fallait qu'on nous montre, nous aussi, issus des quartiers populaires, pour partager cette peine et cette souffrance qu'on avait vis-à-vis des actes commis, notamment en France. Donc on voulait partager. Parce qu'on nous l'a reproché, vous avez bien vu, pour Charlie et pour d'autres choses, on nous a reproché de ne pas être là. C'est totalement faux, on est là, certes on n'est pas des millions ni des milliards, mais on ne nous montre pas, ou alors on nous montre très peu, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est exclu, ou alors qu'on s'exclut. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà. Et puis je vais faire très court, parce que je vous vois arriver, il y a tellement de choses à dire, donc voilà, je fais passer le micro, et puis voilà un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'il y aura un deuxième tour, donc vous pourrez revenir dessus, vous inquiétez pas. Je passe la parole à Philippe Rio, tout le monde le connaît. Voilà, mais lui, comme il passe ses week-ends avec Monsieur Zemmour, il va nous expliquer un peu comment. Merci Stéphane, oui, merci pour cette invitation. Ce dont fait référence Stéphane, c'est effectivement des propos tenus par ce monsieur Zemmour, au mois de novembre 2016, sur une chaîne de télé d'information continue qui commence par un B et qui finit par TV. Et je vais vous lire cette phrase. On a parlé de la Grande Borne de Grigny tout à l'heure, on a parlé du quartier de la Grande Borne. Mais qu'est-ce que c'est ?
ce n'est pas la France. C'est une contrée où l'on n'est plus en France, où il y a un régime étranger qui s'impose, où la police française ne rentre plus, où la loi de la République ne s'applique plus, et où l'on est sous une loi qui mélange la loi des caïds et de la loi islamique. Le 15 novembre prochain, nous irons devant le tribunal pour un délit de diffamation publique envers une administration publique, puisque c'est la ville qui s'est portée contre cette attaque qui, ça l'a été dit par les collègues, a énormément blessé les habitants. Imaginez le lendemain un jeune, tiens, monsieur Toulmé, qui cherche une entreprise et qui va se présenter en habitant le territoire. Si son recruteur a vu cette chaîne à ce moment-là, je peux vous assurer que le jeune est un peu grillé. Et donc, sous le chef de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence, en raison de l'appartenance à une religion et à un territoire déterminé. C'est une première action de ce type-là. Nous verrons bien évidemment comment cela, mais ce qui est important, je crois, c'est qu'il y a deux ressorts dans ces propos. C'est d'abord, toutes nos sociétés ont créé des mythes, le mythe du mauvais sauvage. Aujourd'hui, les banlieues et ses habitants sont des mauvais sauvages dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'elles renvoient l'image de l'indésirable et une espèce d'antithèse de la civilisation. Toutes les sociétés ont fait ça, et aujourd'hui, que ce soit les habitants ou nos territoires, nous subissons ça. De manière, traduction politique et peut-être un peu plus moderne, c'est des territoires boucs émissaires où l'étranger, la violence, la haine prédominent dans l'imaginaire collectif. C'est politiquement évidemment porté par l'extrême droite française, ce thème-là, et bien évidemment dans une société où les métastases du discours frontiste se développent malheureusement. On peut avoir parfois des petites phrases, il y a quelques années, une vingtaine d'années, tiens, Le bruit et l'odeur, pour ceux qui s'en souviennent, qui a donné une jolie chanson de Zebda d'ailleurs. Je crois que c'est ça la racine, en fait. Un mythe et, bien évidemment, relayé par des boucs émissaires, et puis cette maltraitance. Je prendrai quelques autres exemples, et puis après, dans l'autre tour de table, peut-être quelques solutions en direction des médias. La première, mars 2013, il y a eu des jeunes de Grigny qui ont attaqué un RERD, un vol de passagers du RERD. Un journal commençant par un L et terminant par Sion. RERD, Grigny, un poison sur la ligne. Des habitants se sont mobilisés, ont porté un badge, fiers d'être grinois, aucun média. Janvier 2015, attentat contre Charlie Hebdo et l'hypercachère à Vincennes. Un traitement différencié de la part des médias entre les deux frères terroristes ayant grandi à Paris et celui ayant grandi à Grigny. La banlieue est alors présentée comme un monstre qui engendre le terrorisme. Et j'en veux pour preuve ce même journal, Libération, allez, je le dis, la fabrique d'un terroriste plongé dans la grande borne pour remonter aux racines de la dérive d'un voyou devenu djihadiste. Là aussi, suivi par le JDD, la crise a certainement débuté sur ce territoire de mauvais sauvages et de boucs émissaires de la société. Quelques jours plus tard, le Figaro, encore une fois, parce qu'il y a un Grigny bashing qui s'était mis en mouvement, le Figaro interroge des adolescents sur la théorie du complot. Ils ont oublié de dire qu'avant, plus de 300 habitants s'étaient réunis pour condamner violemment tout ce qui s'était passé. Et là aussi, lorsqu'il y a des actions positives, même des réactions à des choses qui ébranlent notre société, manque de bol, les médias ne sont pas là. Et puis une dernière qui est croustillante. Lorsqu'il y a eu l'horrible attaque des policiers à Viry-Châtillon, à la frontière entre la ville de Viry-Châtillon et de Grigny, TF1 vient, fait un reportage, et puis dans son commentaire, on voit l'image de la grande borne, un jeune qui sort de son hall et qui met sa capuche. On voit d'abord son visage découvert et on le voit mettre sa capuche. Et le commentaire
est terrible. Elle dit, tiens, un guetteur qui va travailler. Il se trouve que ce jeune nous a appelés parce que c'est un jeune étudiant qui est absolument pas guetteur. Et c'est-à-dire que le professionnel de l'information l'a identifié par ce stéréotype vestimentaire. Et il nous a dit, mais moi, vous me mettez aujourd'hui dans une situation très compliquée parce qu'on m'a reconnu. Ma famille en province m'a reconnu et ils avaient pour commentaire que j'étais un guetteur. Et donc, au sein même de mon cercle familial, j'ai dû convaincre pour dire que je n'étais pas un guetteur parce qu'il y avait une erreur d'interprétation manifeste de ce professionnel de l'information. Merci pour ces exemples, Monsieur Rio. Et dans ce que tu viens de dire, ça me rappelle quelques souvenirs de mes quelques mandats de maire et du vécu aussi des habitants et de ce que nous, en tant qu'élus, on pouvait aussi subir. Mais Mona Interman, vous avez été au CSA, finalement, voilà, j'ai envie de dire, votre réaction par rapport à tout ça. Alors on se paume un peu dans les micros, je vais vous passer le mien. Regardez l'instrument du pouvoir, là. Non mais je vous le laisse, je vous le donne. Ça, c'est le pouvoir. On est là jusqu'à demain? Non, on n'a que quelques minutes. Je vais réagir tout de suite peut-être à ce qu'a dit le maire de Grigny, Daniel Rio. Parce que moi, j'étais venu avec des chiffres, mais les chiffres, au fond, vous les avez. Vous avez évidemment découvert la dernière mouture du rapport du CSA concernant le baromètre de la diversité était sous ma responsabilité. J'ai terminé mon mandat le mercredi 23 janvier à minuit, et c'est un mandat non renouvelable. Et dehors, je continue ce que j'ai fait dedans, et je continue ce que je faisais avant, parce qu'en réalité, j'ai souhaité venir au CSA pour cela, pour voir comment ça marchait dedans. Moi, je suis devenue journaliste grâce aux instituts qui m'ont fait croire que j'étais française comme vous. Je viens de l'île de la Réunion, et on n'a pas parlé de la Réunion. Estimez-vous heureux. Vous avez entendu ce qu'une ancienne gloire, avec 2 lettres, a dit de nous. Alors, nous, vous savez, il ne faut pas vous fier à mes pigments, parce que dans ma famille, j'ai des gueules d'arabes comme vous. J'ai un frère qui s'appelle Ahmed, un autre Farouk, une sœur Sarah, une sœur Aïcha. Mais à la Réunion, ça passe. Et puis, on ne nous interroge pas trop sur nos religions non plus. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Enfin, donc, vous avez entendu ce qu'on a dit de nous, qu'on était des dégénérés, moins que des sauvages. Au fond, on s'en fout. Mais il faut que la loi suive et que les ministres fassent le nécessaire pour porter plainte. Mais en réalité, on s'en balance. Vraiment. Parce qu'on est autre chose quand même. Oui, moi je vous le dis, moi je suis devenue française, j'ai appris le français à l'école, et ce que vous subissez, vous, avec vos noms et vos origines, je le sais, c'est pour ça que j'ai voulu venir au CSA. Mais c'est pas fini mon affaire du CSA. Donc CSA pour moi, c'est pendant 6 ans, et à l'intérieur de la machine, Philippe Rio, je n'ai pas le droit de le dire puisque c'est du pénal, à l'intérieur de la machine du CSA, tous les mercredis, c'était pas forcément ma fête, mais tous les mercredis, je soulevais ces problèmes. Et ce monsieur qui a dit que Ahmed, Aïcha, Sarah, Hamza et mes 3 autres frères morts dans des tombes, mais Mona, que nos prénoms font honte à la République, j'ai essayé de mobiliser. Je dois avouer que depuis 2015, le CSA a été un peu plus attentif. Le gros problème, c'est pas très sexy tout ça, mais le gros problème des limites, j'essaye de peser mes mots, du CSA, vient du fait que la loi de 1986 sur l'audiovisuel, cette loi est complètement exsangue et dit par exemple dans son article 3.1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la juste représentation, il veille. Il y a plusieurs fois le mot veille, j'ai compté 5 fois. Mais veiller, ça ne veut pas dire fixer, comme pour le pluralisme. Et ça veut dire que M. Z ou M. Y peut dire qu'on est tous des ennemis de la République, qu'on n'y comprend rien, que nous sommes vraiment là pour détruire ce pays. Il peut le dire et on va nous dire c'est la liberté éditoriale. Et si le CSA prend une décision, et on en a pris des petits bouts de décision, qui sont les tout petits bouts, c'est-à-dire ça s'appelle mise en demeure ou des choses très mineures, quoi. Mais si on va au-delà, les chaînes ont des moyens, avec de très bons avocats, d'aller porter plainte au Conseil d'État, qui en France, c'est normal, c'est l'État de droit, oui, mais le Conseil d'État va dire « Ah, il n'y a pas l'article qu'il faut, votre sanction ne vaut rien, elle sera cassée ». Donc il y aura à la fois des frais à payer, c'est une chose, mais en termes de respectabilité, cette institution ne vaudra plus un clou.
Il y a une chose très importante cette année, parce que ce que vous dites là en tant que maire, ce que nous avons observé, ce que vous savez, ce que vous vivez, on reviendra dans 10 ans, on sera au même point, sauf, si cette année, au moment de la... Oui, je sais que le temps est parti limité, mais faites une chose. Cette année, il y aura une loi qui va être discutée pour remplacer la vieille loi de 86 qui a été réformée 80 fois sans jamais toucher à ce sujet-là. Hein. Il y a eu une fois où on a essayé en 2016 et le projet de loi a été complètement démantibulé, ratiboisé par le Sénat, donc il n'y a pas eu d'indicateur nouveau pour mesurer et faire en sorte que la représentation soit plus juste. Cette année, en principe, à l'été, il y aura un projet de loi pour la régulation de l'audiovisuel. C'est là où il faudra faire écrire noir sur blanc, mais vraiment, précisément pas du genre veille, fait ses meilleurs efforts, etc. Et demandez à vos députés, demandez aux sénateurs, allez voir le président de la République. Je lui ai posé une question et je l'ai enregistrée à Cour-Couronne pour voir ce qu'il m'a répondu. Et je le dis en tant que membre du Conseil national des villes. Allez les voir. Allez voir le CGET qui nous a beaucoup aidés quand j'étais au CSA, notamment pour enrichir le baromètre de la diversité sous un sujet très précis, c'est-à-dire mesurer l'image des quartiers populaires, et on a vu que cette image était très exsangue. Faites cela, surveillez, traquez les télés. Par exemple, quand un présentateur à 20h dit en 2015 « Nous allons vous présenter un reportage, elle est française, lui est musulman », c'est au sujet d'un médecin. Mon frère à La Réunion m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est ce truc ?» Mais je suis musulman aussi, mais je suis français avant tout. Donc là aussi, j'ai défendu au CSA, c'est pas aller très loin, hein. Un tout petit bout de truc comme ci, comme ça. Donc faites attention à ça. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Donc la loi, ça c'est très important. En deuxième tour, je parlerai aussi de ce que je vois de temps en temps sur les écrans allemands, ou la mission que j'ai faite aux États-Unis, de ce que Madame Geoffroy a vu à Vaux-en-Velin, parce qu'elle a fait un super événement, et 3 jours après, il y a eu un feu électrique, on est venu couvrir le feu et pas l'événement. Et oui. Voilà. Merci. Ça sera pour le deuxième tour. Mais non, vous n'allez pas oublier, vous le notez. Vous boycottez si jamais vous pensez que vous n'êtes pas représenté. Vous verrez, ça, le business, ils s'y retrouveront. Ah, ça. Bien. Alors, merci pour cet éclairage sur le CSA. Et on va finir. Les journalistes ont été un peu... Mais Ariane Chemin, donc grand reporter au Monde, et qui a écrit avec Raphaël Baquet La Communauté. Comment vous voyez un peu la banlieue, vous, dans un travail? Alors, on a précisé que Le Monde était, c'est un peu différent de... Voilà, on a d'un côté, pour moi, de la Villardière, où le copain de Philippe, comment il s'appelle déjà, Monsieur Z, voilà. Et puis, on a, je pense, quand même d'autres journalistes qui cherchent à comprendre. Et donc, quel est un peu le but? Donc, quand vous faites un boulot comme La Communauté, qu'est-ce que vous recherchez? Alors déjà, moi, je suis reporter, donc ça veut dire que je suis spécialiste de rien. Hein. Et donc évidemment pas spécialiste de la banlieue, puisque l'idée c'est je change de sujet, je passe d'un sujet à l'autre. En revanche, au Monde, il y a d'excellents spécialistes de la banlieue. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, le directeur de la rédaction du Monde est quelqu'un qui s'est longuement occupé de la banlieue pendant 10 ans, ce qui est nouveau, parce que d'habitude, les directeurs de la rédaction du Monde, c'était toujours des gens qui venaient du service étranger en général, ou du service politique, des services prestigieux. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui dirige le journal et qui a passé 10 ans en banlieue à s'occuper de ces sujets. Et avec donc mon ami et consoeur Raphaël Baquet, on a choisi effectivement de passer un an à s'intéresser à une ville particulière. On a choisi une ville, on a choisi la ville de Trappes, que vous connaissez dans les Yvelines, à 30 000 habitants, à peu près 40 minutes de Paris par le train. Et en fait, ce qui nous intéressait, c'était... parce qu'en fait, on avait du mal à comprendre. On s'est dit, on va retracer l'histoire de cette ville pour essayer de comprendre ce qui s'y passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça nous a demandé beaucoup de temps, puisqu'on a replongé à la fois dans les archives, on a été rencontrer l'ancien maire communiste, qui est une ville qui est restée communiste jusqu'en 2001, ce qui est quand même assez tard. On a essayé de comprendre comment s'était formée cette ville, et aussi d'expliquer, puisque c'était aussi pour cela qu'on l'avait choisie, comment elle pouvait détenir le record européen de départ au djihad, puisqu'il y a environ 70 personnes qui sont parties de la ville de Trappes pour faire le djihad. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un sujet très important pour la ville, puisqu'il y a les premiers retours d'enfants orphelins, et c'est un sujet... Voilà. Donc on s'est plongé là-dedans, sans rien connaître, je dois dire. Et ce que je pourrais raconter, c'est que en quoi ça a été différent d'autres enquêtes. C'est-à-dire qu'on s'est heurté avec Raphaël à des remarques et à des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. D'abord,
de quel droit vous faites une enquête sur Trappes puisque vous n'êtes pas banlieusarde, puisque vous habitez à Paris. Voilà. Donc c'était une sorte d'assignation presque culturelle. On disait, mais or, je pense que le travail du journaliste, c'est justement de s'intéresser à tout ce qu'il ne connaît pas. C'est d'être curieux. Donc ça, ensuite, ça a été très compliqué, je dois dire, avec la mairie et avec le maire de Trappes qui nous a objecté ce que j'ai entendu ce matin. Est-ce que je peux comprendre? Vous allez vous donner une très mauvaise image de notre ville, mais ça n'était pas notre propos. Hein. Nous, on a raconté l'histoire de Trappes à travers l'humain, c'est-à-dire qu'on a rencontré, je ne sais pas, 150 personnes avec qui on a passé beaucoup de temps, qu'on est souvent allé retourner voir une fois, 2 fois, et on racontait l'histoire d'une ville par ses habitants. Mais ça a été très compliqué avec la mairie, qui a refusé qu'on aille signer le livre dans la ville et qui a fait le maire a fait une lettre à toutes les propriétaires de salles, librairies, etc. pour qu'on n'aille pas parler de ce livre. On a dû aller en parler avec les habitants de Trappes à Saint-Quentin, ce que j'ai trouvé regrettable. Et donc c'était pas une enquête finalement facile. Et je veux dire que même au moment de la sortie du livre, on marchait sur des œufs, parce qu'on savait qu'on nous attendait des deux côtés. Et d'ailleurs, on a été extrêmement critiqués à la fois par Éric Zemmour et puis aussi par ceux par les politiques, je dois dire, qui travaillaient sur la banlieue. En l'occurrence, c'était Benoît Hamon. Donc on était entre les deux, et c'était pas une enquête simple à mener, je dois dire. En revanche, c'est, je pense, sans doute l'enquête que j'ai préféré faire depuis ces 20 dernières années. C'est la chose qui m'a le plus intéressée, qui m'a ouvert le plus d'horizons, où j'ai rencontré le plus de gens passionnants, où j'ai découvert 1000 choses que je ne connaissais pas, notamment sur l'histoire de l'immigration, qui est quand même très largement sous-racontée, de la part à la fois des personnes qui sont arrivées en France dans les années 50-60 et qui ne veulent même pas raconter cette histoire à leurs enfants, par un sorte de sentiment étrange parfois, soit de culpabilité, soit de honte, etc. Et puis aussi par la littérature, et ça m'a passionné, et je pense que j'y reviendrai dans mon travail. Merci, avec un portrait de quelqu'un qui est extraordinaire, qui est pharmacien, et qui a été président du club de foot longtemps, et qui est vraiment parmi les gens de banlieue qui bossent beaucoup, pas mal, et qu'il faut mettre en avant. On m'a dit, ce que je vous propose, c'est de faire un petit échange avec la salle. Voilà, s'il y a des questions, vous pouvez y aller, vous pouvez être gentil avec certains, et puis plus sévère avec d'autres, comme vous voulez. Vous pouvez poser des questions. Voilà, s'il n'y a pas la première question, il n'y aura pas la deuxième. Hein. Non, vous êtes endormi. Voilà, ça a été long, il y a eu pas mal de discours. Il y a une question. Ah. Allez-y, monsieur. Oui. Ça marche? On vous entend. Ou autrement... Ah non, bon, d'accord. Oui, donc j'habite à Allonne, donc une banlieue qui a été faite pour l'industrie Renault qui était juste à côté, donc dans les constructions des années 60, et avec une particularité, en fait, comme il y avait des logements qui étaient construits, il y a beaucoup de pieds noirs qui sont venus, et donc on a une diversité de l'histoire qui est assez intéressante, hein, puisque les premiers logements c'était 61-62. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les propos par rapport à bouc émissaire. En fait, dans cette société, il faut à tout prix que les ouvriers ils restent à leur place, comme disent certains, et donc il faut dévaloriser comme des moins que rien. Et la question de la Réunion était effectivement intéressante, et ce télescope avec notre propre histoire, c'est-à-dire que les propos de petits fachos sont assez bien accueillis par une certaine presse, justement pour dire vous êtes rien, mais si vous êtes rien, vous n'avez pas à revendiquer, vous devez vous taire, vous devez être à votre place, et c'est tout. On vous demande de bosser, fermez votre gueule, et si vous mourrez assez tôt, on fera des économies, ça sera du déstockage, et le gouvernement, en ayant une politique sur la santé pour que les gens qui n'ont pas de fric meurent le plus tôt possible, c'est quand même une société vraiment tout à fait pourrie. Alors, je me présente, je ne vais pas aller plus loin, je reprendrai certainement la parole. Donc, je suis à la CNL depuis 1975. Je milite à la CNL dans ce quartier. Et donc, une amicale de locataires s'est construite dès 1962, puisque c'était au milieu des champs. Les gens venaient avec des tracteurs pour emménager. Il y avait rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de pharmacie, il y avait rien. C'était donc une ville nouvelle, et une ville nouvelle à la campagne, ça existe. Merci monsieur, ça permet de saluer le maire d'Allonne dans cette salle,
toujours présent. Monsieur. Oui, bonjour. Maurice Alazé, je suis sur Évreux, bénévole, membre du Conseil citoyen de la ville d'Évreux. Je profitais de la présence d'Ariane Chemin pour lui dire que sa collègue Raphaël Baquet sera là le 18 avril à 18h à l'IUT d'Évreux pour parler de votre livre. Nous l'avons invité, donc c'est une action conjointe du Conseil citoyen et de l'IUT d'Évreux. Et comme je dis souvent, c'est à l'IUT d'Évreux et c'est à Évreux et c'est nulle part ailleurs. Ma question concerne donc ce qui se passe dans les quartiers. Il se passe beaucoup de choses quand on s'intéresse un petit peu aux quartiers. On y trouve beaucoup d'énergie, beaucoup d'histoires positives. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun reportage au long cours dans ces quartiers. Mis à part quelques journalistes, vous l'avez fait avec votre livre. Une autre journaliste l'a fait, Anne Niva, qu'on a invité d'ailleurs à Évreux il y a maintenant 1 an. Mais il y a très très peu d'audiovisuels qui se font dans les quartiers de façon au long cours, c'est-à-dire passer quelques jours, regarder, rencontrer les gens, etc. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut changer ou on est condamné à de l'information zapping comme on a aujourd'hui dans la plupart des chaînes d'information? Merci. D'autres questions? Pas d'autres questions? Ah si, oh madame, excusez-moi. Ah monsieur. Oh ben monsieur, je connais lui. Il y a toujours, il faut toujours quelqu'un quand même de Grigny qui parle en plus humeur, c'est important. Il y a la dame qui est au premier rang là, monsieur. Honneur aux dames. Madame la députée. Excusez-moi madame la députée. Je suis confus. Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, madame la députée Nadia Hay, députée de Trappes. Je ne comptais absolument pas intervenir aujourd'hui, puisque je suis juste ici en tant qu'invité, mais je ne peux m'empêcher d'intervenir suite aux propos de Madame Chemin et du livre La communauté. Plus près du micro. Pardon ? Plus près du micro. Près du micro. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, je disais que je ne pouvais m'empêcher d'intervenir, puisque Trappes a été cité aujourd'hui, et notamment ce livre La communauté, qui je dois dire, je l'ai lu 2 fois, ce livre. Je l'ai lu d'abord en tant que politique, que je suis, législateur, et en tant que trappiste, puisque je suis une enfant de Trappes, pour y être née et avoir vécu 30 ans. Et sous l'angle politique, il y a des choses extrêmement intéressantes. Vous avez soulevé les départs au djihad, la façon dont ça s'est produit, effectivement ce réseau qui est installé à Trappes. Et sous l'angle, donc ça c'est sous l'angle politique, des choses intéressantes. Ensuite, sous l'angle trappiste que je suis, j'ai été parfois choquée, parfois blessée. Parce que Trappes, ce n'est pas qu'une ville qui a vu ses enfants partir en Syrie. On est en train de travailler sur l'image des quartiers. Trappes, c'est aussi une ville qui est très dynamique, qui a un réseau associatif juste extraordinaire, qui a des artistes à Trappes, des artistes que l'on connaît aujourd'hui, et puis il y a des artistes en herbe. Et là, le mettre comme ça, sous l'angle d'une enquête, l'enquête en tant que telle aurait... en tout cas, nous aurions souhaité aussi avoir cette partie de Trappes, parce que ça fait partie de Trappes, la communauté. Monsieur l'ancien maire de Sevran, monsieur Gatigno, vous avez cité, sans le nommer, monsieur Moustapha Larbaoui, qui fait un travail formidable avec Pharma Citoyen, ce fameux pharmacien qui est cité dans le livre. Donc ma question à Ariane Chemin, c'est est-ce que, après justement l'édition de votre livre, vous êtes allé à la rencontre de ces trappistes qui vous ont délivré ce témoignage? Parce que pour en avoir rencontré beaucoup, je suis allée à leur rencontre, beaucoup ont été blessés, parce que les propos qui sont apparus dans ce livre, n'étaient pas forcément fidèles à ce qu'ils vous ont livré comme témoignage. Donc moi j'aimerais aussi avoir... C'est pas un procès que je vous fais, vraiment pas. Je suis en contact avec Raphaël Baquet aussi sur cette question-là. Mais c'est une question que je vous pose, puisqu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger. Et j'ai écouté l'intervention précédente où vous allez aussi intervenir dans d'autres lieux pour parler de votre livre. Vraiment, faites très attention à l'image des quartiers, faites très attention à l'image des trappistes. Ils en souffrent. Il n'y a pas que le maire de Trappes qui en souffre.
les trappistes en souffrent. Et donc là aussi, je voulais aussi attirer votre attention sur les prochaines étapes que vous avez avec ce livre-là. Voilà, merci. Oui. Alors, il y a un jeune homme au premier rang qui veut prendre la parole. Il a 35 secondes parce qu'il vient de Grigny, donc le temps de Grigny. Oui, Frédéric Ray, je travaille auprès de Philippe Rio, maire de Grigny. C'est moi dans l'émission qui accueille les journalistes. Je voudrais simplement témoigner d'une expérience. J'ai parfois le sentiment que quand les journalistes arrivent, certains font un très bon travail. Et quand ils arrivent dans leur rédaction, ils ont aussi la pression d'une hiérarchie, d'un chef, qui parfois modifie leurs titres et font des titres pourris, comme on a vu celui de Libé, où le contenu de l'article était tout à fait correct, ne faisait pas l'impasse sur les problèmes et les difficultés. Mais quand ils reviennent dans leur rédaction, ils ont une hiérarchie, une direction, qui attendent d'eux de faire un article qui colle à une image stéréotypée des quartiers. Donc j'aimerais bien que Madame Interman et Madame Chemin nous parlent de ce sentiment que j'ai, qui est très fort, parfois de journalistes même qui sont en résistance vis-à-vis de leur direction pour faire passer des papiers qui sont plus corrects que ce qu'on lit parfois. Merci. Et Madame, vous avez 23 secondes. L'important, c'est d'avoir quelques secondes. Merci. Bonjour, Francine Maragliano, adjointe au maire pour le handicap pour la ville d'Évreux. J'entends bien toutes les problématiques que vous évoquez dans les quartiers, dans les banlieues, où on parle beaucoup de communauté, de violence. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap, de par leurs revenus précaires, qui vivent dans ces quartiers-là et on n'en entend jamais parler. Donc c'était l'occasion de rendre visibles ces habitants-là. Merci, Madame. Alors... Bon, on m'a appris à fonctionner comme ça, on fait le sens inverse en réponse du premier tour. Donc, 4 minutes, ça va? Ouais, c'est bon. Allez, on a 4 minutes chacun. Ariane Chemin? Non, mais alors, pour répondre à la question de monsieur, alors moi je fais partie des rares journalistes heureux. C'est-à-dire que je suis très heureuse dans mon journal et je n'ai jamais ce problème où, enfin, de toute façon, je ne suis pas une spécialiste de la banlieue contrairement à d'autres, mais on me dit jamais, mais c'est bizarre, mais non, mais on va faire ce titre-là. Je n'ai pas ce genre de problème. J'en discute. Si je ne suis pas d'accord, on m'écoute. Donc voilà, donc j'ai cette chance-là. Mais c'est vrai que je ne travaille pas forcément à BFM où c'est sans doute beaucoup plus compliqué. Pour répondre à Nadia Haye, en fait, je comprends pas très bien votre intervention parce que vous me dites que vous ne faites pas part des réussites. Et justement, on a choisi la ville de Trappes parce qu'il y avait beaucoup de réussites. On la raconte. Et d'ailleurs, souvent, c'est compliqué de réussir quand on vient d'une ville. C'est compliqué d'y revenir après. Et les personnes dont on parle, que ce soit Jamel Debbouze, Anelka, ont eu ce problème-là. Donc, je pense qu'au contraire, on a raconté des réussites, on a raconté le rôle des associations jusqu'à la fin des années 90 qui tenaient cette ville. Et je pense que c'est vraiment un éloge, justement, ce livre. Il me semble que c'est plutôt un éloge de tous ces associatifs, toutes ces associations qui par le lien qu'ils créent, tiennent une ville debout. Et ça, c'est vraiment le cas pour Trappes. Malheureusement, ça se dégrade un peu. Il y a moins d'argent. Les emplois aidés, ça a été une catastrophe pour cette ville. Et alors, ce que vous me dites sur les habitants, alors d'abord, il n'y a aucun guillemet où on cite les habitants, puisque c'est un récit. Donc, je ne vois pas comment on aurait pu déformer leurs propos. Et je suis en relation, j'y retourne ce soir. Vous voyez, je vais à Trappes ce soir. Je suis en relation constante avec des gens qui sont devenus des amis. J'ai pris beaucoup de stagiaires près de moi au monde qui sont des gens qui habitent à Trappes et qui rêvaient de voir comment fonctionnait un journal. Voilà, donc je pense que M. Malandin, le maire de Trappes, est furieux, c'est un fait. Il ne veut plus qu'on mette les pieds dans cette ville, très bien, donc on le fait en cachette et en catimini. Pour le reste, c'est normal. Quand vous faites le tableau d'une ville, il y a forcément des gens qui sont mécontents, mais que ce soit le pharmacien de Trappes, le curé de Trappes, le responsable de la librairie islamiste qui m'envoie des messages tous les 2 jours, ou toute cette bande de personnes qui sont devenues des amis, eh bien, je n'ai pas eu l'impression d'avoir ce problème, et c'est justement, pour moi, une satisfaction et un vrai plaisir. Merci. 3 minutes, Non, vous laissez votre tour, Madame Chemin. Ah, bah voilà. Madame Interman, voyez. Et en plus, je vais vous redonner 1 minute de plus, vous aurez 5 minutes. Ah bah, je vais vous donner le mien. Mais pas plus de 5 minutes, hein, quand même. Oh, je viens de loin, 10 000 kilomètres, vous pouvez me donner 1 minute de plus. Alors, je vais peut-être répondre à votre question, puis à vous aussi, monsieur, là-bas, parce que vous avez posé une question de fond. Comme Ariane Chemin, j'ai eu beaucoup de chance de travailler dans une rédaction où on me faisait confiance et où j'avais la chance surtout de travailler avec des gens plus forts que moi en matière de son et d'image, et on ne montait jamais, surtout en reportage éloigné de la base, on ne montait jamais une image sans
partager, discuter parfois tout à fait âprement, parce que nous savions que commencer par telle image, terminer par telle autre séquence, et choisir des sonores, comme on dit, c'est des fractions de 10 secondes ou 15 secondes, pouvaient avoir une portée importante. Je n'ai jamais eu ce problème, moi, personnellement, et pas non plus lorsque je présentais de temps en temps le soir 3, parce que lorsque je n'étais pas d'accord, je tenais tête, et puis j'étais en direct, donc parfois j'allais un petit peu au-delà de mon prompteur. Je sais en revanche qu'aujourd'hui, la fabrication de l'information obéit à des codes de fabrication et de diffusion et de réception de l'information qui ont un peu changé. Je sais même d'expérience que lorsque des reporters viennent vous interviewer, ils vous interviewent très 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 longuement, 2 heures, 3 heures, pour récupérer des petits bouts qui seront adaptés le jour J. Je ne leur jette pas la pierre, au contraire, il faut les aider et faire en sorte que, 1, on les respecte davantage, 2, ils sont eux-mêmes très précarisés, 3, ils n'ont pas les moyens de se défendre, surtout s'ils débarquent. Donc, aidons-les. Aidons-les plutôt qu'autre chose. Mais je comprends, hein, la question que vous posez, ça va de soi, et je ne me défile pas, je pense que si nécessaire, on échangera après. L'autre question qu'a posée le monsieur là-haut, c'est, au fond, est-ce que ça peut changer est-ce que tout ce que nous disons là sert à quelque chose ou pas? Mais oui, ça peut changer, d'autant plus qu'il faut avoir bien une chose en tête. C'est que, concernant l'audiovisuel public, ne jamais oublier les réseaux régionaux, hein, ça nous appartient, les fréquences nous appartiennent, et ça, j'ai beaucoup appris pendant 6 ans au CSA, et puis ça fonctionne sur l'argent public. Donc il y a des comptes à rendre, simplement les cahiers des charges et les contrats d'objectifs et de moyens. Le cahier des charges date de très loin, Radio France 1987, 2 ans avant la chute du mur de Berlin, cahier des charges, c'est-à-dire les obligations. France Télé 2009. Il faut réécrire tout cela, les mettre au goût du jour. Ça, c'est pour les services publics, sans compter évidemment ce que nous payons. La deuxième chose concerne le privé. Le privé ne fonctionne pas sur des jardins qui leur appartiennent. Les fréquences, c'est un peu comme un terrain, voilà, on leur donne. Et ce que je vous dis, je l'ai dit au patron de chaîne dans mon bureau, ou en audition, porte close ou porte ouverte. On leur donne le terrain, c'est une image que je prends, ils le cultivent, ils ont des ristournes, des bénéfices, et ils ont des obligations. Simplement, les obligations sont contenues dans ce que nous appelons des conventions, c'est-à-dire des contrats. Les conventions sont écrites sur des modes très stéréotypés, qu'on réaménage de temps en temps, mais elles sont beaucoup trop lâches, à tous égards du mot, très défaillantes, sur ces sujets de cohésion de la société. Parce qu'il ne s'agit pas que d'images qui se baladent comme ça, on n'est pas content parce qu'on se fait traiter de ci ou ça. Non, c'est important, et vous le savez très bien. C'est quand vos gosses vont chercher un emploi, un stage, un toit. Vous savez très bien qu'il y a des répercussions là-dessus. Il y a eu des études, notamment du CNRS, dans le monde en particulier, j'avais lu ça. Donc ce sont des sujets cruciaux, il faut se battre pied à pied. C'est trop important pour laisser ça tomber et juste en discuter entre nous. Faites-en un sujet majeur. Allez voir vos élus. Faites savoir aux chaînes que si elles continuent, vous ne les regarderez plus. Et d'ailleurs, c'est très bien que la jeune génération déguerpit de plus en plus sur Netflix ou ailleurs sur des plateformes. Le gros problème, c'est que, à force de regarder les imaginaires des autres, nous aurons les imaginaires des autres et pas les nôtres. Voilà. Bravo, c'est une vraie question aussi aujourd'hui, justement, toute l'information. Moi, je vois, j'ai un gamin, je le pousse à regarder les infos, parce qu'en fait, il n'a d'informations que par les réseaux sociaux, qu'en regardant des youtubeurs, etc., etc. Ce qui quand même interroge sur qu'est-ce qui est en train de se construire sur les jeunes d'aujourd'hui, où il y a une vraie rupture avec nous là-dessus, et on peut s'interroger sur la suite. En tout cas... Vous voyez, allez, je vous redonne un peu, vous venez de loin. En fait, la télé, c'est vrai, même s'ils regardent les plateformes, les réseaux, etc., la télé reste le mass média. En moyenne, 5 heures, bien sûr. 5 heures de visionnage par jour, et même plus, si on compte les revisionnages sur le replay. Et c'est ça qui fait aussi l'imaginaire commun. Pourquoi lorsque je vais à Monistrol-sur-Loire, vous savez où c'est? C'est un bled, en dessous du Puy-en-Velay. Il n'y a pas un arabe à l'horizon. Et le Front National a fait pas mal de voix dans le coin. On voit où tous les problèmes qui clochent. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Il y a de gros problèmes d'insécurité. Mais je ne pourrais parler, si j'étais encore active aujourd'hui, des radars qu'on casse à Bagneux, que je connais bien, si je peux parler de la jeunesse de Bagneux, qui certes est de cette couleur-là plutôt,
mais qui a aussi des choses à apporter à la France. Donc soyons équilibrés, on pourra mieux se parler. Chez nous, à La Réunion, ça va un peu mieux, parce que l'école a fait son boulot. Merci, madame. Philippe Rio, qui a amené son dans la salle. Vas-y, il paraît que tu es meilleur en deuxième tour qu'au premier, dis donc. Alors, on attend la punchline. Hein. Non, je parlais de Greeny bashing. Ça se voit parce qu'on n'est même pas écrit là. Et je le dis d'autant parce qu'il y avait un autre truc assez drôle, c'est que... certainement. Dans le rapport Borloo, on n'apparaît pas non plus, c'est assez drôle. Donc des fois, il y a des petits oublis d'invisibles. Deuxième sujet, je fais le lien avec le rapport Borloo parce que je crois que l'engagement de cette aventure, de cette épopée, qui a été rappelée par Marc Villemot tout à l'heure, la chose la plus précieuse que nous avons gagnée, je ne parle pas du gâchis du 22 mai, c'est les relais d'opinion qui ont regardé pour la première fois les banlieues et les quartiers populaires autrement. Pour la première fois, en tout cas c'est mon point de vue, il y avait de la bienveillance. Nous avons été plusieurs mouvements associatifs ou élus à avoir été sur des plateaux de télé, à avoir été dans des radios, à avoir des journalistes de la presse écrite. Et pour la première fois, un autre regard s'est posé. Moi, j'ai senti ce saut qualitatif et je pense que la journée d'ici est aussi le fruit de ce regard nouveau. Et donc, il faut en profiter. Et j'ai entendu qu'il y a une loi qui arrive et je pense qu'on va tous se mettre en mouvement pour que nous puissions faire pression sur l'ensemble des législateurs pour continuer à pousser, et puis l'ensemble aussi du mouvement associatif qui a son mot à dire. Dernière chose, c'est un vœu, celui de l'éloge de la banalité. C'est monsieur qui disait là-bas, on raconte jamais des choses bien sur nous. Le petit débat qu'on vient d'avoir sur Trappes montre très bien la chose. Dans les banlieues, les récits de vie, soit ce sont des gens exceptionnels, je reprends Trappes, Jamel Debbouze, Anelka, les parcours, madame, vous êtes députée de la République aujourd'hui, c'est un parcours exceptionnel. On va raconter ces exemples-là. Fondamentalement, statistiquement, vous représentez 5% de ces quartiers. On va parler de manière très forte de ces 5 autres pourcents qui font le djihad. Je caricature, mais on ne parle que de ça, somme toute. Et au milieu, il y a 90% des gens, les invisibles des médias de ces territoires. Et si j'ai un vœu à faire, et nous devons gagner, c'est faire en sorte que, dans la presse écrite, un collègue m'a appris, on appelle ça les marronniers. Aux médias, venez voir lorsque nos élèves révisent le bac, lorsqu'ils font leur rentrée scolaire avec leurs peurs, leurs craintes et leurs espoirs. Venez raconter toutes ces choses-là qui passent tout le temps, dans toutes les presses, mais dont nos territoires sont complètement invisibles. Venez raconter ces petits morceaux de vie qui feront en sorte que nous serons, à la différence, et je termine sur Monsieur Z, que nous sommes la France aussi. Juste là-dessus, je dis juste un mot, parce que je suis quand même mon ami Philippe sur les réseaux sociaux, et je remarque que la ville de Grigny fait, en termes de réseaux sociaux, sur Twitter et partout, fait un énorme travail sur justement ce que tu viens de dire. Et je pense que c'est aussi la responsabilité des communes, des hommes politiques locaux, des associations et tout, d'utiliser aussi les réseaux sociaux pour marquer et montrer un peu tout ça. Ariane Chemin, une minute, une minute à peine. parce que je l'ai donné tout à l'heure, j'avais une minute de rab. Non, mais juste pour dire que les invisibles, je pense, mais si c'est apparemment, si je pensais le contraire, c'est raté, mais ils sont parfaitement dans ce livre sur Trappes. Il y a le récit d'une griotte, il y a le récit d'un jeune migrant qui est arrivé du Mali, on raconte tout son voyage qui est complètement anonyme, évidemment, mais enfin, personne ne connaît, mais on le cite par son nom et qui est une histoire incroyable de réussite. On raconte les soirées de soutien scolaire. On a essayé de raconter ça, justement, dans le livre, mais parce qu'effectivement, c'est ce qu'on ne raconte pas assez des villes de banlieue. Alors, non, à vous, Nadir. Dernier tour. Alors, moi, je ne sais pas comment répondre parce que les questions, elles n'étaient pas directes, mais moi, j'aimerais raconter une petite histoire parce qu'il n'y a que le factuel qui est intéressant. C'est gentil, merci. Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez suivi une affaire, un petit jeune qui dénonçait l'homophobie dans les quartiers populaires, et notamment du côté de chez moi, à Gennevilliers, s'est fait agresser. Donc, il y a un journaliste qui m'appelle la veille et qui me dit « Tiens Nadir, je suis embêté », un journaliste que j'avais rencontré pour
une interview. Et il me dit, Nadir, je suis embêté, demain on vient à Gennevilliers, dans ton quartier aux Luttes. Je ne sais pas si tu as suivi l'affaire du petit jeune qui s'est fait agresser par d'autres jeunes parce qu'il venait dénoncer l'homophobie. Je dis oui, j'ai entendu parler de ça. Et alors? Il me dit, le souci, c'est que ça m'emmerde parce que ma rédaction, ils veulent du sensationnel et moi, j'ai pas envie d'en faire. Mais je suis contraint. Donc on va venir avec une équipe, on est 2, je viens avec le caméraman. Je dis, bah écoute, moi je suis pas là, je suis au travail, mais tiens-moi au courant. Donc ça n'a pas loupé. Le lendemain, il m'appelle en direct, il me dit, voilà, je suis dans le quartier, il y a des jeunes qui sont autour de nous et je pense qu'ils vont nous agresser. Est-ce que tu peux venir? Du coup, c'est difficile, moi je travaille à Roissy, Gennevilliers c'est un petit peu loin et je suis au travail. Alors, il me rappelle 4-5 fois, paniqué, puis au bout de 5e appel, il me laisse un message, il me dit, voilà, on s'est fait agresser, et là, on s'est sauvé du côté de la mairie de Gennevilliers, est-ce que tu peux venir? J'ai dit, écoute, bon, je vais essayer de venir, donc je viens, je retrouve les 2 journalistes, le petit jeune Lies et un responsable associatif national LGBT, que je ne connaissais pas, complètement paniqués, ils se sont fait agresser par une dizaine de jeunes, donc je lui dis, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, voilà, on est un petit peu dans la merde, on a laissé notre véhicule en plein cœur de la cité. J'ai écouté, montez avec moi dans la voiture, on va aller dans la cité, on va la récupérer. Donc ils sont tous en panique, ils me disent non, pas du tout, hors de question qu'on y retourne. Bon, je prends avec moi le responsable LGBT national, parce que c'était sa voiture, donc on retourne dans la cité, je lui dis écoute, montre-moi les jeunes et on va essayer de régler ça. Il me dit non, je veux parler avec personne, c'est inadmissible ce qui se passe, bon je le connais pas. Donc je lui dis bon écoute, il n'y a pas de souci, on va se calmer, on va la récupérer. Donc je leur accompagne au plein cœur de la cité, on fait un petit tour comme ça vite fait, c'est des réflexes que j'ai, donc on essaie de voir des jeunes, je vois pas de jeunes, on récupère sa voiture, je le ramène à la mairie de Gennevilliers. Il me remercie, le petit jeune Lies aussi, les journalistes également. Donc, et puis voilà, ça finit comme ça. Et je revois le fameux reportage sur Envoyé spécial, je crois 1 mois après l'affaire. Et donc, bizarrement, ils n'ont pas parlé de cette histoire-là, ils ont parlé simplement de ce qui s'est passé, cette agression. Il faut savoir que le petit jeune Lies n'est pas du quartier, mais il est d'un autre quartier, et il était venu un petit peu provoquer ces jeunes-là qu'il avait déjà interpellés sur les réseaux sociaux en disant qu'il allait quand même venir dans ce quartier-là pour les emmerder et qu'il ferait sa distribution. Bon, il fait ce qu'il veut. Mais ils n'ont pas parlé de ce que j'ai pu faire. Ça ne me dérange pas sur le principe. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que moi j'ai fait un tweet en parlant du 2 poids 2 mesures médiatique notamment sur l'histoire de la chanteuse Ménel et Bilal. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ces histoires-là. Pendant 3 jours, j'ai été harcelé, insulté d'homophobes, d'islamistes, d'ennemis de l'intérieur, vous savez comment ça se passe au niveau des réseaux sociaux. Et je me dis, bon, il y a peut-être avoir un petit message d'Iliès pour rappeler un peu ce que j'ai fait. Je ne me sens pas homophobe. Et donc, rien du tout. Lui-même, avec le maire de Gennevilliers, ont tweeté que j'étais un homophobe, que je tenais des propos homophobes et que c'était inadmissible. Donc, vous voyez, c'est très difficile de se battre face aux médias, surtout quand vous avez des gens qui ne sont pas très honnêtes en face et qui sont un petit peu hypocrites dans leur attitude. Moi, je suis de la génération qui a connu les insultes où on me traitait de bougnoul, de délinquant, de racaille. Maintenant, aujourd'hui, on me traite d'islamiste, surtout quand je vais aussi dans certains médias, parce que je défends un petit peu la liberté de certaines femmes à porter le voile. Je suis pas plus musulman que certains, je me sens pas extrémiste, mais je pense que dans un pays comme le nôtre, les femmes ont la liberté de s'habiller comme elles veulent. Et moi, l'histoire du voile aujourd'hui, ça m'emmerde franchement, excusez-moi du terme, parce que j'ai 5 enfants, je vois dans la société dans laquelle on est, je vois que très peu de choses ont évolué, c'est pire encore. Je mets de côté la problématique de la délinquance, de la violence, des trafics de drogue. Maintenant, quand on voit un petit peu ce qui se passe, notamment sur la radicalisation et tout ce qui se passe par rapport aux histoires de voile qui prennent beaucoup de place dans les médias, je me dis, pourtant je suis quelqu'un d'optimiste, hein, je suis quelqu'un qui me bat par nature, et je vous raconte pas tout parce qu'on pourrait passer des heures et des heures, mais je me dis c'est foutu en termes d'image, parce qu'on a les médias contre nous, c'est très compliqué, même si, comme je vous le disais précédemment, il y a quand même des gens, des jeunes, qui nous ouvrent les portes. Mais c'est très difficile, parce qu'on l'a vu encore avec Zemmour, avec Bellatar et d'autres personnes. Aujourd'hui, moi je travaille dans une grande société internationale, j'ai des collègues qui ne sont pas issus des quartiers populaires, qui sont entre guillemets pour certains français de souche, comme on a pu l'entendre. Et quand il y a un fait divers, à chaque fois le lendemain on a des débats dans la machine à café, c'est toujours la même chose. Il me dit vous. Pourtant je le connais mon collègue, je travaille dans un service où je suis en binôme. Et il m'appelle jamais par mon prénom Nadir, il me dit vous. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Donc, vous voyez un petit peu, j'ai un certain âge, lui aussi, on est en 2019, donc quand j'entends ça tous les jours, je me dis c'est foutu. Mais pour autant, quand je vois la réalité des quartiers populaires, et comme je vous dis, j'ai pas de tabou, j'aimerais parler de la radicalisation, des trafics de drogue, parce qu'on a des solutions en fin de compte, mais on nous entend pas et on veut pas nous entendre parce qu'on a des solutions, elles sont pas magiques les solutions, elles sont très simples, hein. C'est mettre en pratique les valeurs de la République et tout ce qu'on a comme richesse historique dans ce pays. Mais on ne le met pas en pratique parce que ça n'intéresse pas, et puis politiquement il n'y a pas de volonté de le faire.
Donc ça, c'est une chose. Mais nous, à notre niveau, simple citoyen des quartiers populaires, je peux vous assurer qu'il y a une telle effervescence dans les quartiers populaires que si on la mettait en avant, et c'était aussi l'origine de mon combat et de celui de beaucoup de personnes, et notamment qui sont ici aussi, des amis, qui sont dans le domaine associatif ou politique, si on mettait en avant ça pendant 30 ans, parce qu'il faut pas croire qu'en un an, on va résoudre 30 ans d'images négatives sur les quartiers, on va régler les choses, c'est impossible. Et même avec 30 ans d'images positives sur les quartiers, je pense que c'est foutu. Parce que la violence, elle est telle aujourd'hui que ça va être très difficile de changer l'état d'esprit des Français sur leur perception des quartiers populaires. Et même les Français qui sont issus de quartiers populaires ont eux-mêmes une image assez dure de la société française et notamment des quartiers, que ça va être très dur. C'est Français contre Français, malheureusement. Donc voilà, l'image, elle est importante. Malheureusement, on ne nous donne pas assez la parole, non pas pour être devant, pour briller, mais pour mettre en avant ce qui se fait de façon naturelle dans les quartiers populaires. Merci. Monsieur, vous concluez. Alors je vais revenir sur quelques éléments. Il y avait une question tout à l'heure sur qu'est-ce que les reporters peuvent faire sur le terrain par rapport à leur chef. Et effectivement, quand j'ai fait beaucoup d'observations à France 2, ce qui était très clair, c'est qu'il y a une division entre ceux qui décident des sujets et ceux qui font les sujets. Donc vous avez vraiment des conférences de rédaction avec des responsables de rédaction qui décident des commandes en fait que les reporters vont réaliser sur le terrain. Donc c'est assez différent des conditions de travail que vous pouvez avoir au Monde, et notamment pour le temps que vous pouvez passer sur le terrain également. Et c'est pour ça que je parlais d'une banlieue hors sol dans le livre La banlieue du 20h, parce que ce sont des chefs qui pensent les quartiers populaires depuis le siège des médias dans le 16e arrondissement à Paris ou à Boulogne, etc. Et donc ils sont très influencés par les discours qu'ils entendent sur les quartiers populaires. Donc les discours du ministre de l'Intérieur, les discours d'un certains intellectuels, etc., qui contribuent un peu à conditionner les commandes de reportage qu'ils vont faire ensuite aux reporters, qui se retrouvent à aller sur le terrain dans des conditions assez difficiles, et vous venez très bien de le raconter. Et ce qui est intéressant, c'est que même des jeunes reporters qui n'ont pas d'avis forcément très figé sur les quartiers populaires, quand ils se trouvent régulièrement envoyés dans les quartiers populaires pour traiter des questions de délinquance, pour traiter des questions de communautarisme, pour traiter de questions de déviance diverses, ça finit par forger leur regard sur les quartiers populaires. Déjà parce que précisément, ils vont souvent être mal reçus par les habitants quand ils se retrouvent à venir traiter ces sujets-là. Donc au final, ils finissent par se dire, effectivement, c'est compliqué. Moi-même, je me fais agresser quand j'y vais. Donc ça finit par avoir, quelque part, c'est une socialisation professionnelle au métier qui est une socialisation politique. Ça finit par transformer leur regard sur les quartiers populaires, leur pratique du métier finit par, et le fait de répondre aux commandes des chefs finit par avoir des effets sur leur représentation des quartiers. Ça, c'est la première chose. Il y avait une question tout à l'heure sur les effets du temps que les journalistes ont sur le terrain. Alors, effectivement, ça paraît être des conditions importantes de pouvoir passer du temps sur le terrain. En même temps, ça ce n'est pas la seule solution, et ça ne suffit pas. Je vais rappeler l'épisode d'Envoyé spécial qui avait fait en 2013 le reportage La Ville Neuve, le rêve brisé, donc à Grenoble. Et donc c'est un reportage envoyé spécial. Il y a eu 2 semaines de terrain, 1 semaine de repérage, je crois, 2 semaines de terrain sur place. Et les habitants ont été très choqués par ce reportage qui insistait surtout sur les déviances à la Ville Neuve, à tel point que les habitants sont mobilisés et ont intenté un procès à France 2. C'est la première fois que des habitants d'un quartier populaire arrivaient à se mobiliser, à emmener une chaîne en justice. Et l'explication du reportage qui avait été fait, c'est là encore un reportage qui relevait d'une commande qui avait été prédéfinie avant que la journaliste soit allée sur le terrain faire du repérage. Le contrat de production avait été signé en décembre et elle est allée pour la première fois en janvier faire son reportage sur le terrain. Donc pourtant elle avait du temps, mais elle était contrainte par cette signature de contrat qui avait été faite. Et donc, c'est vraiment important en fait de réfléchir, je pense, à la manière avec laquelle on peut peser sur les rédactions en chef, sur la direction des rédactions. Tout à l'heure, je pense qu'avec Patrick Evenot, il sera question des conseils de presse. Je pense que les responsables de médias sont très réticents à l'idée d'un conseil de presse. Et ils mettent souvent en avant le droit à informer, le droit de l'information. Mais le droit de l'information, c'est surtout le droit des responsables de médias à imposer quelque part aussi des sujets à leurs reporters. Et le conseil de presse, ça peut être un levier aussi pour permettre à des reporters dans les rédactions de s'en saisir, de s'appuyer là-dessus aussi pour construire un rapport de force dans les rédactions face à leurs responsables, à leur direction. Je termine juste par un dernier mot. Je vous conseille le documentaire La plume dans la plaie, qui revient sur
l'enquête que des journalistes du Monde, L'Homme et Davet, ont encadré avec des étudiants de l'ESJ. Le livre qui en est sorti s'appelle Inch'Allah, et on voit bien précisément les effets de socialisation professionnelle, puisqu'on voit des journalistes prestigieux du Monde, donc qui ne sont pas tout à fait peut-être sur les mêmes positions que Ariane Chemin et Raphaël Baquet, mais qui expliquent à des jeunes journalistes apprentis comment on doit faire le métier, et qui va à l'encontre finalement de ce que eux peuvent remonter du terrain en leur imposant un certain cadrage de la manière dont il faut le traiter. Donc je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, mais voilà, au Monde, on peut avoir deux types d'approches du terrain. Voilà. On ne peut pas rebondir, mais c'est vrai que c'est un très bon sujet pour avoir lu, débattu avec les deux protagonistes, qui ne sont même pas d'ailleurs allés sur le terrain à ce moment-là, ce qui est assez terrifiant. Et quand on lit le livre, oui, je pense que pour moi, c'est catastrophique. Bref, c'est pas le sujet. En tout cas, merci. Merci à vous 5. Je pense que c'était super. Chef, camarade chef, on était dans les temps. Midi 34. J'ai tenu 1h04. 1h04. Merci beaucoup. Merci à tous.